Valoriser la recherche à Sciences Po Lille, c'est l'objectif de cette série de podcasts dont le deuxième épisode vous est présenté aujourd'hui. L'idée, interroger tous les mois un enseignant-chercheur de l'école pour qu'il rende compte, en quelques minutes, de son parcours, de ses ouvrages, mais aussi de sa vision du métier de chercheur. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Clémence Fourton, qui a accepté de revenir avec nous sur ses travaux d'enseignante-chercheuse en études anglophones. Bonjour et merci donc, de m'avoir proposé cet entretien. Donc, je m'appelle Clémence Fourton, j'ai 30 ans, je suis maîtresse de conférences à Sciences Po Lille depuis la rentrée 2020 et je travaille en civilisation britannique, donc j'ai fait des études d'anglais et je me suis spécialisée ensuite en civilisation britannique contemporaine, donc je m'occupe des questions politiques et sociales britanniques actuelles. Je suis membre du laboratoire de recherche Cécile, qui est commun à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille. Vous réalisez vos premières recherches en rentrant à l'ENS de Lyon. Si votre premier mémoire traite plutôt de questions sémantiques, la suite de vos recherches s'oriente davantage, comme vous nous l'expliquez, vers des questions de civilisation britannique et traite particulièrement du régime social britannique en temps de crise. C'est notamment l'objet de votre thèse soutenue en 2018. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur cette thématique ? Est-ce que vous vous intéressiez déjà aux politiques publiques et aux mouvements sociaux, ou étiez-vous avant tout intéressé par la civilisation britannique de façon globale, et votre intérêt pour ce sujet s'est-il développé au fur et à mesure de vos études ? Ouais, alors en fait, votre question résume les enjeux des études d'anglais, d'anglistique. En fait, quand on se lance dans des études d'anglais, ce qu'on ne sait pas forcément, quand on se spécialise en anglais, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'en fait, en termes de recherche, il y a 4 domaines en gros. Il y a la linguistique, la littérature, la civilisation et la traduction. Et donc, au départ, je ne savais pas ça et donc j'ai un peu évolué au fur et à mesure des masters, enfin de la licence puis du master au sein de l'anglistique. Et donc j'ai fait mon M1 en linguistique cognitive à l'époque parce que ça m'intéressait et que je ne savais pas. Enfin voilà, j'ignorais un peu comment était structuré le champ. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à. C'était mon premier travail de recherche en fait, et j'y ai pris beaucoup de plaisir, bien que le sujet en fait me passionne pas vraiment, mais la démarche de recherche m'a vraiment beaucoup intéressée. Et à côté de ça, en fait, sur mon temps libre, je lisais de la sociologie féministe, je lisais des théories critiques et je me suis aperçue qu'en fait, je pouvais rassembler les deux et faire de mon domaine mettre mes intérêts personnels et intellectuels dans mon domaine de recherche, en fait, dans ma spécialisation universitaire. C'est dans cette optique-là que vous écrivez votre thèse, qui étudie entre autres les mouvements sociaux luttant contre la privatisation des biens et services d'intérêt collectif, et notamment ceux liés au système de santé britannique, le NHS. Pour cela, vous avez notamment mené une enquête de terrain auprès des membres qui constituent le groupe de pression Keep Our NHS Public. Et c'est une enquête qui est d'ailleurs retranscrite dans un chapitre de l'ouvrage collectif Les frontières du privé, qui sera prochainement publié, et dans lequel participe Stéphane Beau, qui est également enseignant-chercheur à l'IEP de Lille. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette ouverture à la concurrence du système de santé britannique et réexpliquer en quoi il s'agit d'une privatisation faite en catimini, pour reprendre vos mots ? Ouais, alors plusieurs choses dans votre question. D'abord, le choix que j'ai fait de m'intéresser à l'état social, mais aussi du point de vue des militants et des acteurs politiques hors Parlement. En fait, c'est un positionnement méthodologique, scientifique, qui est pas propre à moi, mais c'est pour ça que je parle plutôt de régime social que d'état social, c'est-à-dire que je prends en compte pas seulement les institutions, donc là, le système de santé dont vous parlez, mais aussi tout ce qui gravite autour, dont des acteurs hors gouvernement, hors Parlement, comme ce groupe de pression qui s'appelle donc Keep Our NHS Public. Et donc, donc c'est pas un groupe qui est récent, c'est un groupe, qui est relativement récent, c'est un groupe qui a plus de 10 ans d'existence. Et un des enjeux pour eux, c'est de rendre public ce dont vous parlez, ce qu'ils appellent privatization through the back door, donc que j'ai traduit en catimini. Et en fait, c'est le qualifier comme ça de privatisation en catimini, c'est reprendre leur terminologie, hein, parce que on peut le présenter autrement. En fait, ce sont des externalisations, c'est-à-dire que vous avez l'architecture globale du système de santé qui reste publique, étatique, qui est gérée par l'État britannique. Mais au sein de cette architecture, vous allez avoir des services qui vont être externalisés et assurés par des compagnies privées. Donc ça commence, c'est un phénomène qui commence au début des années 80 avec Margaret Thatcher, qui va d'abord faire passer des lois qui externalisent les services de nettoyage et de restauration dans les hôpitaux.
Donc, ces travailleurs qui étaient autrefois, vous savez, travailleurs, personnels de ménage qui étaient autrefois des fonctionnaires, qui vont être, ça va être des entreprises privées qui vont assurer ces services. Et puis, au fur et à mesure, à partir des années 90, cette externalisation, elle est étendue à des services médicaux. Donc, vous avez des contrats aujourd'hui qui sont ouverts à la concurrence. Par exemple, on a besoin d'assurer des soins dentaires pour toute la région de Birmingham pendant 5 ans. Et il y a un appel d'offres qui s'ensuit et peuvent répondre toutes les entreprises ou d'ailleurs aussi des cabinets dentaires qui seraient susceptibles de répondre. Enfin, n'importe qui peut répondre à ces appels d'offres. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, c'est ça, en fait, que les militants dénoncent comme étant une privatisation en catimini, mais ça n'a rien de caché. Hein. Je veux dire, les appels d'offres sont accessibles en 3 clics sur Internet. Vous, comme moi, pouvons nous porter volontaires pour répondre à ces appels d'offres. Et ça reste, c'est à la fois marginal et pas marginal dans l'ensemble du système de santé. Le système de santé britannique, c'est un budget énorme, c'est 150 milliards par an à peu près. Donc c'est vraiment des sommes très importantes. Et à peu près 10% de ce budget annuel va vers des entreprises privées. Donc 10%, ça reste une proportion relativement marginale sur l'ensemble du système de santé. Mais vu que les sommes sont énormes, en fait, c'est beaucoup d'argent. Mais ces modifications ne changent rien concrètement pour le patient qui vient se faire soigner. Exactement. Et puis vous, quand vous allez dans votre cabinet dentaire, que ce soit une entreprise A ou B ou un système ou un service euh, ou des médecins, je veux dire que les médecins soient payés par l'entreprise, que le dentiste soit payé par Virgin ou par le NHS directement, en fait, vous ne voyez absolument pas la différence tant que ça se passe bien pour vos dents. C'est pour ça que les patients ne voient pas la différence, d'autant plus qu'il y a une chose qui a été maintenue, enfin surtout parce qu'il y a une chose qui a été maintenue jusqu'à présent et qui, à mon avis, n'est pas prête de changer parce qu'elle est vraiment fondamentale, c'est dans l'organisation du système de santé, c'est qu'en fait, contrairement à la France où on avance le prix, le patient avance le prix des soins et est remboursé plus tard, au Royaume-Uni, ça ne se passe pas comme ça, vous avancez pas le prix des soins. Donc, du coup, quand vous allez chez le médecin, vous n'avancez pas les frais médicaux et du coup, c'est ce qu'on appelle donc un système gratuit au point d'usage, c'est-à-dire que ça renforce l'impression qu'a la patiente que le système est toujours public et gratuit. Même s'il n'y a pas de changement direct pour le patient, cette privatisation amène à une redéfinition de la frontière entre le secteur privé et le secteur public. Et vous montrez notamment dans ce chapitre que cette redéfinition est éminemment politique et s'effectue souvent en temps de crise. Actuellement, nous sommes en période de crise du coronavirus. Est-ce que la privatisation du système de santé et de protection sociale britannique montre ses failles en ce moment ? Plusieurs choses. Effectivement, là, c'est une question qui est centrale actuellement dans le débat public britannique, notamment autour du système de test, le track and test system. Parce qu'il y a eu, pour le coup, le système de test a été externalisé complètement. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément original. C'est-à-dire en France, ce sont aussi des laboratoires privés qui font la plupart des tests. Mais disons qu'il y a eu des appels d'offres massifs, euh, urgemment, que ce soit pour les tests, mais aussi pour... il a fallu rapidement avoir des équipements de protection individuelle, donc des masques, des gants, etc. Et ces contrats qui représentent beaucoup d'argent ont, ont été captés par le secteur privé. Donc le débat actuellement sur la question de ces contrats donnés au secteur privé porte sur l'efficacité de ce secteur dans la période de crise. Puisqu'il y a eu, pour le cas des tests, des erreurs, des insuffisances, des retards, et que le gouvernement britannique est perçu comme n'arrivant pas en fait à garder le contrôle de l'épidémie. Donc en fait, le secteur privé a été accusé de contribuer à cet échec du contrôle de l'épidémie. L'autre chose qui apparaît dans la période de crise, là, c'est les conditions dans lesquelles ces contrats sont attribués au secteur privé. Parce qu'en fait, les procédures d'ouverture à la concurrence, de comparaison des différentes offres ont été accélérées. Et du coup, vous avez eu des situations où les entreprises privées ont eu
presque sans évaluation de leurs propositions, ont reçu les contrats, se sont vus attribuer des contrats payés par l'État britannique. Et donc cette espèce d'accélération des processus, de diminution des procédures de contrôle, de transparence, etc., ça c'est une des choses qui est dénoncée actuellement. Mais donc, du coup, la situation actuelle en termes de privatisation des services publics, notamment du système de santé, la situation de crise ne change pas fondamentalement la donne. Elle accentue des mécanismes présents auparavant, tout simplement parce qu'il y a une plus grosse demande actuellement sur le système de santé, donc il y a des nouveaux contrats qui émergent, et les processus d'attribution des contrats au secteur privé sont moins contrôlés, etc. Mais il n'y a pas de changement complet de l'organisation du système de santé ni des principes qui le sous-tendent. Et donc en ce moment, ce sont les mêmes collectifs qui luttent contre cette tendance à accélérer la privatisation ou de nouveaux collectifs ont été créés depuis le début de la crise du coronavirus? Ouais, alors ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que les collectifs, quand vous regardez, si vous suivez un peu dans la durée le mouvement social britannique, vous avez à la fois des organisations assez pérennes, donc Keep Our NHS Public en études, mais vous avez aussi l'émergence, en fonction de l'actualité politique, de nouvelles campagnes, ce qu'ils appellent campaigns, autour de sujets très précis. Donc là, notamment, il y en a un qui est apparu autour de la question de la situation dans les EHPAD, le fait que au Royaume-Uni, ça s'est passé un peu différemment d'ici, mais les gens n'ont toujours pas le droit de faire des visites à leurs proches dans les maisons de retraite. Et donc, autour de ça, c'est monté, par exemple, très rapidement une campagne. Et c'est assez impressionnant, en fait. On n'a pas vraiment ça en France, comment des groupes de pression se structurent parfois autour de deux, trois personnes et très rapidement ont une espèce d'audience dans le débat public, c'est-à-dire enfin, sur les médias nationaux, quoi. C'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, vous soulevez un peu les différences qu'il peut y avoir entre le système britannique et le système français. Et ce qui m'amène à parler de vos recherches actuelles. Vous synthétisez ou complétez vos recherches sur ce large thème de la civilisation britannique en écrivant actuellement un livre qui s'intitule Les idées reçues sur le Royaume-Uni, qui se donne pour objectif de faire connaître le Royaume-Uni via une approche pluridisciplinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, je travaille maintenant depuis plusieurs mois sur ce livre qui sera publié aux éditions du Cavalier Bleu et qui est un recueil d'idées reçues qu'on a, nous, Français, Françaises, sur le Royaume-Uni. Et pour chacune d'entre elles, j'essaye de peser le vrai du faux, en fait. L'idée étant qu'on part toujours qu'une idée reçue part d'un fond de vérité ou de quelque chose qui l'a suscité. Donc, par exemple, il n'y a plus de service public au Royaume-Uni, ou bien la décolonisation britannique s'est faite en douceur. Et à partir de là, j'essaie, voilà. Oui, donc effectivement, c'est un ouvrage qui rentre dans ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire qui s'adresse aussi à des non-spécialistes. Et pour moi, c'est assez représentatif de ce qu'est, enfin, le travail que je fais pour ce livre est assez représentatif de la civilisation britannique, c'est-à-dire que euh, euh, c'est un travail qui est fait de France, enfin, depuis une université française, et il s'agit d'expliquer aussi, enfin, de présenter, d'analyser ce qui se passe dans ce pays voisin avec les outils des sciences sociales, que ce soit la sociologie, la science politique, mais aussi une attention à la langue, aux pratiques culturelles, aux productions culturelles. Donc, j'essaye autant que possible, par exemple, de donner des exemples dans les films, dans les séries qui sont produites au Royaume-Uni, ce sont aussi des choses à la fois qui façonnent l'imaginaire français sur le Royaume-Uni, mais qui ont aussi du sens au sein du Royaume-Uni en tant qu'elles sont produites dans un contexte politique donné. Le but est de comprendre ce qui se passe maintenant, mais pour ça, on a besoin je vous parlais, je pensais à la question de la décolonisation. Là, aujourd'hui, on est sur des questions de mémoire, d'interprétation des effets de la colonisation et de la décolonisation sur la société britannique actuelle, mais vous êtes obligé, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une remise en perspective historique, en fait. Voilà, donc ça, c'est ce que fait la civilisation britannique. Et l'autre chose, c'est qu'à partir de ce cas du Royaume-Uni, en fait, moi, il me semble qu'il y a des questions plus générales qui se posent et qui sont des points sur lesquels on peut réfléchir à partir de ce cas-là, si vous voulez, mais qui ont de la validité ailleurs. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la place et l'efficacité du secteur privé dans le fonctionnement des services publics ou des services
d'intérêt collectif, c'est des questions qui sont pertinentes en France aussi, et, et sur lesquelles on peut réfléchir à partir du cas du Royaume-Uni. Pour ce dernier volet de l'interview, on va changer un peu de sujet, mais il semble intéressant de se pencher sur un aspect de vos publications qui est un peu plus implicite. Si ce n'est pas l'objet principal de vos recherches, on retrouve une certaine tonalité féministe dans la plupart de vos publications. Au-delà d'avoir recensé le féminisme en mouvement de Nancy Fraser, d'avoir participé à des discussions sur le féminisme britannique ou écrit une partie de votre thèse sur les discriminations subies par les femmes et les personnes LGBT en période d'austérité, vous rédigez la plupart de vos articles en écriture inclusive. C'est une forme d'engagement pour vous? Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Moi, j'ai choisi de ne pas en faire le cœur de mes recherches. Mais par contre, à mon avis, on peut pas décrire le monde social sans prendre en compte les dynamiques de genre et la conflictualité qu'il y a autour de celles-ci, c'est-à-dire les mouvements féministes, en fait. Enfin, je veux dire, ça fait partie de l'histoire contemporaine. Enfin, voilà. Donc, on est obligé de, d'en rendre compte. Enfin, obligé. Il faut en rendre compte pour être exhaustif. Et par ailleurs, effectivement, attirer l'attention là-dessus peut être considéré comme une forme d'engagement. Après, je n'ai pas tellement d'illusions sur le fait que, je veux dire, on peut pas, pour moi, par exemple, féminiser mes travaux, utiliser l'écriture inclusive dans mes travaux universitaires ne remplace pas l'engagement féministe militant, en fait. Donc, c'est effectivement, si vous voulez, une forme de traduction de ces engagements politiques dans les travaux universitaires, mais ça ne remplace pas le militantisme de terrain. En parlant de féminisme, qu'en est-il de la place des femmes dans le domaine de la recherche? Est-ce que c'est un domaine qui est paritaire ou au contraire avez-vous déjà rencontré des difficultés liées à votre genre lors de vos recherches ou même de vos publications? Ouais. On peut dire deux choses. Déjà, il y a les problèmes qu'il y a ailleurs, et je pense que c'est important de le rappeler. Enfin, l'université n'est pas un monde détaché du reste de la société, c'est-à-dire que les violences de genre, le sexisme ordinaire, tout ça, c'est des choses que vous retrouvez à l'université, bien sûr. Donc à ce titre-là, par exemple, enfin, je m'en remets, hein, c'est rien de dramatique, mais moi, il m'arrive encore maintenant, très souvent, qu'on pense que je suis étudiante, en fait. Et ok, c'est parce que je suis jeune, mais c'est aussi, je pense, parce que on se représente pas une jeune femme comme pouvant être enseignante ou enseignante-chercheuse. Donc voilà, je pense que ça, c'est un mini-exemple, hein, mais un biais de perception qui est présent dans l'université et qui est lié aussi au fait, ça c'est mon deuxième point, que pour le coup, il y a un énorme plafond de verre dans l'université, c'est-à-dire que autant au niveau des étudiants, étudiantes, vous avez la parité, voire dans mes études d'anglais par exemple, c'était très largement féminisé. Vous aviez plus de 80% des étudiantes qui étaient des femmes. Et plus vous montez dans la hiérarchie universitaire, moins c'est paritaire. Enfin, je vous invite à regarder par exemple à Sciences Po juste les noms des professeurs des universités par rapport aux maîtres et maîtresses de conférences. Et en fait, enfin, c'est très très clair. Enfin, Sciences Po n'a pas est juste pareil que le reste du monde universitaire français, c'est-à-dire plus vous montez dans la hiérarchie, maîtresse de conférence, puis professeur d'université, moins vous avez de femmes. Peut-être pour finir sur une touche un peu plus positive cette interview, qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce métier d'enseignante-chercheuse et pourquoi vous voulez poursuivre dans ce domaine-là? Moi, j'adore ce métier, notamment en fait, pour moi, il est très important le tirer enseignante-chercheuse. Les deux, l'enseignement et la recherche, pour moi, sont complémentaires et se nourrissent vraiment mutuellement. Le travail que je fais, par exemple, pour les idées reçues, bon, c'est à la fois, ça s'appuie sur les discussions que j'ai pu avoir avec des étudiants, et, et à l'inverse, ça me sert aussi dans mes cours. Parce que j'ai dû me pencher en détail sur certains aspects, faire des synthèses pour des chapitres, et c'est du travail qui nourrit aussi la préparation des cours. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis même sur le plan personnel, en fait, la recherche, c'est quand même un travail très solitaire, surtout en ce moment où on est complètement coupé du terrain. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas été au Royaume-Uni, donc globalement, c'est moi avec mon ordinateur. Donc, heu, avoir un contact humain avec les étudiants, les étudiantes, et puis, ouais, discuter, être challengé, enfin,
Ça, c'est des choses qui sont vraiment qui sont salutaires, en fait, et qui rappellent que les exercices, intellectuels, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on peut les partager avec des autres, êtres humains, quoi. Voilà. Merci beaucoup Clémence Fourton d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir éclairé sur vos recherches. Quant à vous qui écoutez ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu et vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.